Bonjour et bienvenue au podcast Sui Generis. Je suis Alexia Lemasson, membre de Sui Generis et coach certifié pour les personnes trop intenses à travers le monde. À travers ces podcasts, j'ai le souhait de partir à la rencontre d'autres coachs et de discuter techniques, outils et approches pour vous donner l'inspiration de faire le pas supplémentaire dans votre développement personnel, de générer de nouvelles possibilités ou vous donner simplement des outils concrets pour gagner en lucidité. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Denise Truong et elle vient nous parler de leadership interculturel. Nous allons voir ensemble comment cette notion nous amène à l'intuition, au lâcher-prise et surtout, ensemble, nous aborderons les garde-fous de la suradaptation. C'est parti. Bonjour Denise. Bonjour Alexia. Merci d'accepter de participer à ce podcast. Je suis très très contente de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas nous parler de leadership interculturel. Avant de commencer, j'aimerais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es coach et formatrice certifiée, spécialiste en leadership interculturel. Tu es pour l'instant basée au Vietnam et tu accompagnes des clients qui ont des problématiques APAC. Merci Alexia de m'accueillir sur Sui Generis. C'est un vrai plaisir d'être là et de partager sur le leadership interculturel aujourd'hui avec toi. Plaisir grandement partagé. Alors, avant qu'on se lance directement dans le leadership interculturel, j'aimerais revenir sur le premier mot, sur le terme de leadership et de leader. Qu'est-ce que c'est selon toi un leader ? Pour moi, un leader, c'est la personne qui va tenir le cap dans un océan de connaissances et d'expériences. C'est celui qui va permettre de regrouper, qui permet de regrouper tout un équipage pour atteindre une destination ou pour trouver un trésor. Et ce trésor, il peut se traduire dans une entreprise comme préparer une croissance multipliée par 2 ou par 3, conquérir de nouveaux marchés, conclure de nouveaux partenariats, réussir une levée de fonds. Donc, le leader sera là pour guider cet équipage à atteindre cet objectif commun. Donc, il y a un leader, une équipe, un objectif commun pour avoir cette notion de leadership. Exactement. Qu'est-ce que le fait de mettre interculturel, de l'associer à leadership, rajoute ? Donc, pour moi, ça rajoute le fait que l'océan que je mentionnais auparavant, l'océan de connaissances et d'expériences, est un peu trouble. Car il y a des différences culturelles au sein de l'équipe qui doivent être prises en compte dans la gestion. Ce qui fait que le leader ou la leader va naviguer en eau trouble, on peut dire. Et donc, le pire comme le meilleur peut arriver. Il y a beaucoup plus d'incertitudes. Mais si le leader tient son cap fermement et que l'équipage comprend quelles sont les forces de chacun, quelles sont les perceptions, quels sont le background culturel, l'environnement culturel dans lequel ils ont grandi et pourquoi ils réagissent ou ils agissent d'une certaine manière, tout l'équipage et le leader vont pouvoir atteindre leur objectif et bien plus encore. Je pense que c'est hyper important pour le ou la leader de créer ce socle commun dans lequel chacun se connaîtra et chacun comprendra quel est le style de communication préféré de chacun pour pouvoir s'adapter. Il y a beaucoup plus d'adaptation, ce qui fait que le leader de cette équipe-là devra faire attention à ce qu'il n'y ait pas de mécommunication au sein de l'équipe et qu'il y ait toujours cet objectif commun et ce socle commun qui est connu de tous. S'il ne fait pas ce travail-là, les conflits naîtront, des attaques, des non-dits vont s'accumuler et vont ensuite résulter des problèmes un peu plus sur le long terme et un peu plus profonds, comme le burn-out ou le désengagement de toute une équipe. C'est passionnant parce que ça rajoute la dimension, comme tu l'as dit, culturelle. Tu as mentionné le fait que le leader sache, par exemple, le contexte dans lequel les gens ont grandi. Mais par définition, est-ce que le leadership n'est pas interculturel ? Je pense que ça l'est. On a tous une culture individuelle. Mais notre culture individuelle, si on est basé en France, si on l'a construite en France, elle sera beaucoup plus semblable à celle d'un autre Français que à celle d'un Asiatique ou d'un Africain, par exemple.
Donc, en étant une personne qui suis née française, mais née chinoise en France, cela fait que j'ai beaucoup navigué à travers ma vie entre le flegme asiatique et l'indépendance française. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de différences et ça m'a valu pas mal de crises existentielles au cours de ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que la donnée culturelle influence beaucoup nos comportements, mais elle n'est pas une fin en soi. Ce qui fait que si on intègre une équipe interculturelle, on a le pouvoir de s'adapter et de se détacher de cette influence culturelle avec laquelle on a grandi. Parce qu'on est dans ce contexte d'équipe interculturelle internationale, ce qui fait qu'on a une certaine ouverture et une certaine volonté de s'adapter à l'autre de manière beaucoup plus importante. Alors que si on intégrait une équipe française, il n'y aurait pas forcément cette nécessité d'avoir ce socle commun. Même s'il est important, je pense qu'il est encore plus nécessaire de le faire dans une équipe interculturelle. Donc en fait, l'élément culturel de chacun, mélangé à celui des autres, viendrait, on va dire, démultiplier et à la fois la richesse et le potentiel de l'équipe, mais les potentiels tensions, incompréhensions et manque de communication, c'est ça ? Exactement. Ça nous amène justement un peu plus concrètement au leadership interculturel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce qu'il s'agit d'étapes, d'un process particulier ou de quoi on parle en fait ? Pour moi, les étapes et les clés se retrouvent dans un outil qui s'appelle la Process Communication Model, qui est un outil qui a été développé dans les années 70 par le docteur Taibi Kahler, qui est psychologue clinicien, et qui a permis de détecter la personnalité des gens à travers 10 minutes de conversation. 10 minutes ? 10 minutes d'observation permet de comprendre comment est-ce que la personne aime communiquer, quelles sont ses motivations, quels sont ses signaux de détresse, quelles sont ses forces naturelles, celles qu'elle a appris au cours de sa vie. C'est un outil qui permet vraiment d'améliorer, in fine, les relations humaines. Waouh ! En les décortiquant, en les analysant. Et en fait, c'est un outil qui est riche et en même temps très simple en même temps et qui donne un langage commun pour décrypter l'attitude et le comportement des gens. Et ce qui permet à une équipe interculturelle et un leader interculturel de mieux s'exprimer de manière plus rationnelle et de s'en tenir aux faits. On parlait de conflits, on parlait de non-dits, on parlait de tensions. Tout ça, c'est lié à l'émotionnel. C'est des réactions émotionnelles qu'on ne contrôle pas forcément. Avec PCM, on arrive à faire un pas de recul et à analyser la situation globale, ce qui permet de sortir de ces conflits et même de les transformer en discussions constructives. Et partager ce langage commun déclenche une certaine fluidité dans la collaboration de cette équipe multiculturelle. Alors attends, tu me dis qu'à partir d'un modèle, 10 minutes de conversation avec un Vietnamien, un Scandinave, un Espagnol, un Ouzbek, je suis capable en fait de cerner un petit peu, comme tu dis, la personne, ce qui la motive, ses intérêts, sa manière de communiquer, et que ça va me permettre de dépouiller une situation de tout l'émotionnel pour ne garder que les faits et donc pouvoir me baser là-dessus, c'est ça ? Exactement. Tu vas pouvoir te baser dessus afin d'influencer la conversation et de trouver une solution commune, parce que l'idée dans un conflit, c'est vraiment de ne pas le rendre personnel. L'idée ici, c'est d'être focalisé sur le problème et la résolution du problème, et le fait de mettre des faits et d'identifier le type de personnalité qu'il y a autour de la table, ça permet d'enlever cette donnée un peu émotionnelle et qui permet de sortir de cette situation de conflit. Émotionnel et culturel, j'imagine. Mmh. Oui, exactement. Est-ce que tu aurais un exemple concret pour que je me rende compte, parce que j'ai du mal à me rendre compte, je crois, concrètement, de quoi tu pars, si d'une situation de conflit, je peux l'imaginer, mais en fait, ce à quoi tu arrives, j'ai du mal à l'imaginer. J'ai eu un cas
où la manager est espagnole et elle avait un membre de son équipe qui était une très bonne designeuse, mais qui avait beaucoup de mal à collaborer avec les autres équipes. C'est une personne qui est vietnamienne et qui avait vraiment beaucoup de mal parce qu'elle avait tendance à critiquer le travail des autres, mais à ne pas accepter la critique. Donc, elle était très sensible et elle avait du mal à intégrer l'équipe. Mais elle avait des compétences en technique qui étaient importantes pour l'entreprise. Donc, la manager espagnole, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis tout au clair, elle a analysé la personne, elle a analysé quel est le type de personnalité qui est la plus développée chez son membre de son équipe, et elle a créé un plan d'action concret avec des actions concrètes, quotidiennes et hebdomadaires, pour accompagner cette personne clé au sein de son équipe, pour qu'elle puisse désamorcer chaque conflit potentiel avec d'autres membres des équipes. Et vu qu'elle suit pas à pas, enfin pas à pas, mais vu qu'elle suit de manière régulière cette personne, elle l'accompagne de manière positive et de manière très safe, on va dire, tout en acceptant comme elle est, tout en lui faisant confiance, en lui donnant confiance en elle et en étant basée sur les faits. Donc, il n'y a rien d'émotionnel, il n'y a rien de personnel à prendre. Elle a réussi à le transmettre à son membre de son équipe qui était problématique. Ça, elle a réussi à le faire grâce à PCM, car elle a réussi à comprendre d'où est-ce que cette personne venait, comment est-ce qu'elle fonctionnait, comment elle préférait être en interaction avec les autres et de quelle manière elle aimait être motivée. Donc en fait, si on en revient aux clés et aux étapes du leadership interculturel, il y a ce côté de dépouillement pour enlever tout l'émotionnel, pour ne retenir que de l'information. Et ensuite, qu'est-ce que je fais de cette information? Et ensuite, je pense qu'il y a un lâcher-prise qu'il faut avoir après avoir fait tout ce plan d'action concret, avoir essayé, l'avoir implémenté dans sa vie quotidienne. Il y a un certain lâcher-prise à avoir. Et ensuite, pour pouvoir écouter son intuition et avoir un travail de réflexion sur son action en tant que leader au sein de son équipe et pour pouvoir interagir avec son équipe de manière fluide. On a tendance à dire que le leader projette une certaine aura, une certaine énergie ou des vibrations ou une certaine fréquence. Cette fréquence, elle ne se crée pas du jour au lendemain. Avoir ce lâcher prise et écouter son intuition permet de garder une certaine fréquence. Mais il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à se dégager du factuel et de ce dépouillement d'informations pour ensuite pouvoir être ouvert aux autres situations qui vont arriver et les prendre de manière fluide, sans trop d'efforts, quoi. Donc en fait, dans le leadership interculturel, ce serait un mélange d'une technique bien concrète, d'un outil, on va dire, qui parle au cerveau et qui permet d'obtenir des faits. Mais ces faits-là viennent nourrir quelque chose de complètement intangible, qui est l'intuition, c'est-à-dire lâcher prise pour que tout décante, tous les éléments, les informations, et qu'apparaisse un choix, la meilleure voie à montrer aux équipes, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Tu l'as bien résumé. Alors autant apprendre et former sur un outil extrêmement concret, un logiciel, je vois, je comprends. Mais comment on développe cette intuition chez ces leaders? Je pense qu'on développe l'intuition chez ces leaders interculturels à travers un travail sur soi, une connaissance de soi qui est très importante, savoir d'où on vient, qui on est, quelle est notre identité, quelle est notre personnalité, quelles sont les choses qui nous intéressent, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous met dans la zone. Donc ça, c'est hyper important. Et également de continuellement se poser des questions, avoir ce travail de réflexion qu'il faut faire seul pour pouvoir ensuite le mettre en commun. Donc c'est un flux d'informations qu'on traite individuellement et ensuite
qu'on met en commun avec un groupe, de préférence dans son même entreprise, mais ça peut être dans une entreprise différente ou une autre communauté, pour pouvoir échanger et vraiment ressortir ensuite des bonnes pratiques ou juste un enrichissement de son intuition. Parce que l'intuition, c'est quelque chose qui est très naturel et qui se nourrit au final. Et il se nourrit des gens qui nous entourent, il se nourrit de l'art, il se nourrit de l'environnement qu'il y a autour de nous. Il se nourrit de beaucoup de choses, des petites choses et des grandes choses dans la vie. Ce qui fait que je pense que pour un leader interculturel, il est très important d'être ouvert d'esprit, mais aussi d'ouvrir ce qu'on peut dire, ouvrir son cœur et vraiment accepter les choses comme elles sont et de partir à explorer et muscler un peu cette intuition. C'est pour ça que l'exposition à l'international, partir à l'étranger ou être en contact avec des équipes étrangères, donc être dans un environnement interculturel, tous ces petits jalons, ces petits temps pour soi sont des garde-fous à la suradaptation pour un leader. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Il y a l'intuition qui est, c'est naturellement en nous, mais c'est pas forcément quelque chose qui est encouragé, certainement pas dans le monde du travail. Et on utilise beaucoup notre tête. On nous demande, même le formatage à l'école, on nous demande d'utiliser notre tête et pas forcément notre intuition. Mais c'est quelque chose qu'on peut, entre guillemets, rééduquer et réapprendre à écouter. Cette petite voix qui pousse en nous. Et c'est quelque chose que je vois également avec mes clients, cette espèce de rééducation. Comment on fait pour se reconnecter? Et le fait de forcer notre attention sur autre chose, c'est-à-dire à faire quelque chose. Cuisiner, aller marcher. Il y en a une qui trie sa tisane. Elle m'a dit, moi, ce qui m'aide, c'est trier mes feuilles de tisane. Et le fait de concentrer notre cerveau, notre attention sur les mains, sur le maintenant et sur des choses que j'ai à faire, fait que notre cerveau passe en mode réseau par défaut. Il continue à tourner, il continue à faire des liens, il continue à, mine de rien, à digérer ces informations qu'il a reçues. Et d'un coup, apparaît le « je sais ce qu'on va faire ». Et c'est ce que je trouve assez encourageant, c'est qu'il y a des gens qui me disent « mais moi, mon intuition, j'en ai pas, on l'a, mais c'est juste qu'on n'a plus appris à l'écouter et ça se rééduque ». Exactement. Il faut surtout se faire confiance et garder en tête que la réponse va arriver. Mais il faut d'abord se laisser de l'espace pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir penser à autre chose, pour pouvoir laisser ce réseau par défaut processer toutes ces informations pour pouvoir ensuite faire les bons choix. Mais il faut d'abord accepter de lâcher prise. Et tu as raison, effectivement, on a tous de l'intuition en nous. Tous. C'est quelque chose qui est naturel. L'intuition, ça nous ramène à notre nature sauvage. Cette nature sauvage, elle est en nous tous et elle a été mise en berne par nos constructions sociétales et nos constructions religieuses, traditionnelles, ce qui fait qu'on l'a un peu oubliée, on l'a mise de côté. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, mais ça c'est une impression personnelle, c'est qu'elle revient. Il y a on parle de plus en plus d'émotion. Donc avec l'émotion, on parle aussi d'intuition. Donc il y a une sorte de phénomène qui est en train d'arriver et de prendre en visibilité, qui est vraiment de remettre l'intuition au centre de nos vies. Parce qu'on n'est plus des travailleurs d'usine qui ne font que travailler et qui ne sont là que de manière transactionnelle à délivrer de la valeur pour une entreprise. Ce que j'aime bien dans ton approche, là, dans le leadership interculturel, c'est qu'on ne vient pas opposer la raison à l'intuition. C'est que d'abord vient la raison, on va dire l'esprit, la raison en termes de raisonnement, avec cet effort de dépouillement pour en venir à l'info, pour qu'ensuite on puisse passer ça à la moulinette de l'intuition. Et donc, on ne vient pas opposer l'un à l'autre, on vient les faire collaborer pour justement arriver à un choix plus éclairé. Exactement. Il y a autre chose aussi sur lequel j'aimerais revenir, un deuxième point. Quand on parlait de l'intuition chez le leader, tu m'as dit il faut qu'ils se connaissent. Est-ce que c'est la seule condition pour pouvoir aller vers les autres? La réponse courte, oui. C'est la seule condition. Si il n'y a pas de connaissance de soi, il n'y a pas de connaissance possible des autres. Ce n'est pas possible parce que si on ne se connaît pas, si on n'arrive pas à
comprendre quelles sont nos forces, quelles sont nos préférences, quels sont nos signaux de stress, quelles sont nos sources de motivation, d'une manière ou d'une autre, inconsciemment, on va vouloir satisfaire nos besoins psychologiques de manière négative. Ce qui fait qu'on va projeter du stress, on va projeter de la détresse dans les autres pour pouvoir récupérer ce dont on a besoin. Est-ce que tu aurais un exemple concret? Oui, j'en ai un. Je vais parler de mon exemple personnel. Dans ma vie, avant mon développement personnel, j'avais tendance à me suradapter aux autres, à vouloir faire plaisir. J'étais la personne qui disait tout le temps oui. Quelqu'un avait besoin d'aide, j'étais là. Quelqu'un avait besoin d'un service, quelqu'un avait besoin d'une oreille à 10 heures du soir, j'étais là. Car j'avais une bonne écoute et que je voulais faire du bien aux autres. Le problème, c'est qu'en accumulant toutes les émotions des autres sur mes épaules, ça a créé une crise de panique et j'ai fait ce que j'appelle une erreur 404, littéralement, où je suis tombée en fait complètement par terre. Et en fait, il y a eu une perte de contrôle totale de mon corps qui a fait que je me suis rendu compte, qui a été un peu de déclencheur de mon développement personnel. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je ne contrôlais pas, qu'il y avait des parts d'ombre au fond de moi que j'avais refoulées et que je ne voulais pas montrer à quiconque parce que je ne voulais pas inquiéter quiconque, qui influençait mon comportement. Et ce comportement, au final, ce n'était pas moi de manière authentique. Les personnes venaient vers moi pour des raisons qui ne me nourrissaient pas. Ils profitaient de cette occasion pour que je les aide et avoir de l'attention. Mais en fait, en ne faisant que donner, j'ai compris à la fin qu'il fallait aussi que je reçoive. Mais je n'acceptais pas de recevoir quoi que ce soit un feedback positif, un compliment, des remerciements, je les refusais tous. Peut-être parce que je suis asiatique et qu'on a du mal à accepter les compliments de manière culturelle. Et ça, du coup, de mettre des mots sur cette petite réaction et ce comportement me permet de prendre du recul et de me dire, je suis asiatique, mais ça ne m'empêche pas de accepter ce compliment parce qu'il est là et que c'est la perception de l'autre et que j'accepte la perception de l'autre comme elle est et que c'est une réalité et que ça me nourrit au final. Et donc cette connaissance de soi est cruciale pour mieux se contrôler, mieux détecter quand nos niveaux de stress sont un peu trop élevés pour pouvoir ensuite intervenir et se retirer d'une conversation ou se retirer d'une situation en disant j'ai bien compris ce dont il est question dans cette conversation-là. Permettez-moi de me retirer et d'y réfléchir. Parce qu'il n'y a jamais d'urgence, à part quand on est en danger. Mais quand il y a une conversation de conflit, on a toujours le choix de se retirer pour mieux revenir et pour mieux prendre des décisions et pour mieux s'exprimer. Et cette connaissance de soi permet vraiment de monitorer à quel point on projette du stress sur les autres. Et ça permet de garder un certain niveau de positivité au final. Donc oui, pour moi, c'est primordial et crucial que chacun fasse ce travail de connaissance sur soi. Ça me fait penser j'avais une question sur la suradaptation. Mais avec ce que tu viens de dire maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que se connaître, c'est le garde-fou de la suradaptation? Oui, tout à fait. C'est un des garde-fous. L'intuition est un autre garde-fou également. L'intuition, la connaissance de soi, prendre soin de soi, s'observer, prendre des moments de réflexion. On a pas mal échangé. Il me reste une dernière question puisqu'on a parlé leadership interculturel vraiment dans le milieu professionnel. Est-ce que tout ce dont on vient de parler, le fait de dépouiller de l'émotionnel pour ne garder que de l'information, des faits, utiliser l'intuition pour faire décanter tout ça, le lâcher prise, est-ce que c'est des choses qu'on peut utiliser également ailleurs qu'au travail? Oui, bien sûr. Est-ce que toutes les compétences en leadership interculturel qu'on acquiert au sein d'une entreprise ou dans notre vie professionnelle sont applicables dans notre vie personnelle également. Il y a de la communication partout, il y a de l'influence partout. Et plus on saura comment s'adapter, comment
respecter chaque différence culturelle, plus on aura d'aisance à s'adapter à la différence. Et la différence, elle se trouve dans les turbulences économiques qui vont peut-être arriver bientôt. Elles peuvent s'appliquer dans l'incertitude d'une crise. Elles peuvent s'appliquer dans une situation de crise de couple, de crise familiale. Toutes ces compétences qu'on acquiert au sein de notre vie professionnelle, elles sont en nous. Donc, pourquoi ne pas les utiliser? Merci Denise. Merci beaucoup Alexia pour cette invitation. C'était une discussion riche. Pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, en apprendre un petit peu plus sur le leadership interculturel, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller? Oui, alors pour ces personnes, je recommande de faire des recherches sur la Process Communication Model, qui est vraiment un langage commun qui peut être enseigné à tout type de personnes humaines. Voilà. Et également, j'ai découvert un livre cette année qui s'appelle The Culture Map d'une auteure qui s'appelle Erin Meyer, qui a déterminé et défini une sorte de structure pour analyser les différences culturelles pour pouvoir s'adapter. C'est un bon début pour décrypter les différences culturelles, mais vraiment, ce qui est le plus important, ce n'est pas uniquement de lire le livre, mais surtout d'appliquer et de tester les choses dans la vraie vie, la vie quotidienne. Et ensuite, de réfléchir, laisser décanter toutes ces informations et ensuite de laisser aller notre intuition à faire les bons choix. Je te laisserai terminer là-dessus, c'est magnifique. Pour les gens qui veulent te contacter ou continuer la conversation, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ils peuvent me contacter via LinkedIn. Mon profil, c'est Denise Truong, Truong. Ok. Et aussi sur mon site internet, tideconsulting.net. Je mettrai les liens dans les commentaires en dessous de l'épisode, que ce soit pour les ressources ou les manières de te contacter. Merci beaucoup, Denise. On a balayé pas mal le côté interculturel. On est allé jusqu'à le développement personnel, l'intuition, le leadership. J'ai trouvé ça passionnant. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager sur ce sujet avec toi. Sui Generis, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre notre page et à partager les épisodes avec des personnes qui pourraient être intéressées. C'est une excellente manière de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours sur l'épisode en commentaire ou à nous contacter pour nous dire quelle thématique vous souhaiteriez aborder. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode Sui Generis.